Alors, bonjour tout le monde. Merci Rachel pour l'introduction. Merci à tous et à toutes d'être ici en si grand nombre. J'ai quand même, ce que Rachel n'a pas dit, c'est que j'ai passé 25 ans comme prof à l'UQAM, alors je suis toujours très contente de revenir ici. Je vais vous présenter, comme Rachel a dit, je suis ici avec ma collègue Ellen McEachen. Je vais présenter premièrement les aspects juridiques purs, comme on dirait, dans cette première présentation, pour ensuite revenir dans la troisième présentation pour parler, j'ai trouvé ma flèche, pour parler des résultats qualitatifs comme tel. Voici donc l'équipe de recherche. Vous avez dans votre pochette, comme Rachel a dit, la description. Alors, aujourd'hui, on ne vous parle que de la situation des travailleurs et travailleuses précaires au moment de leur lésion professionnelle. Le projet de recherche est plus large que ça, celui qu'on a mené entre 2016 et 2018 portait aussi sur les travailleurs dits mobiles. On ne parle pas de ça aujourd'hui. On veut reconnaître le financement du CRSH et du CRES. On est très honorés d'avoir été financés en partenariat avec les partenaires que vous avez à droite de l'écran, la Commission des droits de la personne, l'UTAM qui est ici et que je salue. Il y a plusieurs membres ici. Je suis très contente de savoir que vous êtes là. Le SCFP est aussi ici, représenté par Céline Giguère, et les partenaires ontariens n'y sont pas, ni les partenaires nationaux. Camille Dantier-Riopel va présenter cet après-midi. C'est une étudiante qui était affiliée à notre équipe de recherche et qui est maître depuis avant-hier. Alors, on est très fiers d'elle. Alors, voilà pour l'équipe. Les questions de recherche, les politiques publiques et leur mise en œuvre en matière de retour au travail après une lésion professionnelle chez les travailleurs précaires ou mobiles. Aujourd'hui, on parle de précaires. Je vais vous expliquer ce qu'on veut dire par travailleurs précaires et je vais vous expliquer également les catégories de politiques publiques qui nous intéressent. Alors, est-ce que les régimes de réparation, alors au Québec, la LATMP, la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, répond aux besoins des victimes de lésions professionnelles dans un contexte de travail précaire. La définition de travail précaire qui est là sur l'écran, c'est à gauche. À droite, on ne parle pas aujourd'hui. Alors, ce sont des travailleurs, travailleuses employés par des agences de travail temporaire, le travail à temps partiel, sur appel, à durée déterminée, temporaire, des contrats à durée déterminée, travail à temps plein au salaire minimum, qui est la précarité économique qui est associée à ça, et finalement les travailleurs autonomes. Alors c'est notre définition assez étroite de travail précaire et notre méthodologie. Aujourd'hui, on parle juste du Québec et de l'Ontario, mais le projet pilote, les projets pilotes touchaient aussi l'Alberta et Terre-Neuve. Et les lois qui nous intéressent, c'est les lois sur l'indemnisation. Au Québec, la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, les lois sur la discrimination à l'embauche et en cours d'emploi, au Québec, la Charte des droits et libertés de la personne, et les lois sur la santé et sécurité du travail, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais l'enjeu de la LSST, c'est le prétexte pour filtrer les travailleurs handicapés ou pour faire des examens d'embauche. Alors, je ne fais pas une étude détaillée là-dessus, mais ça fait partie de nos recherches également. Le deuxième aspect de notre méthodologie, premièrement, la première, c'est qu'on fait un travail juridique classique. Le deuxième aspect, c'est qu'on fait des entrevues avec des informateurs clés et aussi des entrevues avec les travailleuses et travailleurs accidentés, les employeurs et les représentants des travailleurs syndiqués et non syndiqués. C'est ça qu'on a fait, qui fait l'objet des présentations aujourd'hui. Mais on a aussi fait une cueillette de documentaires sur les pratiques dans les différentes provinces. Et la troisième partie, au niveau des entrevues, juste pour que vous le sachiez, au Québec, on a fait 11 entrevues en profondeur avec des travailleuses et travailleurs, 18 avec des informateurs clés, dont certains des entrevues de groupe. Et vous avez la description des gens qui font partie des informateurs clés. En Ontario, on a 14 entrevues avec les travailleuses et travailleurs, 5 employeurs et 8 informateurs clés, encore une fois, certains dans les entrevues de groupe. Mais la troisième partie de la méthodologie, et c'est là où les juristes doivent attacher leur tuque, et les sociologues aussi, parce que c'est le mariage entre un travail juridique classique et un travail sociologique ou des enquêtes qualitatives classiques, c'est que tout le long du processus, on situe les discours des différents intervenants qu'on a interviewés
dans leur contexte juridique. Et la plupart des gens avec qui on fait les entrevues, que ce soit des travailleurs ou même des experts, ils ne réalisent pas l'influence du système juridique. C'est un peu comme le poisson rouge dans son bocal, ils pensent que c'est le monde. Qui fait en sorte que nous, comme juristes, on lit toutes les analyses qualitatives, puis on réalise à un moment donné où la personne qui est en train de dire ça, elle vit dans ce contexte juridique, qui est différent du contexte juridique de son vis-à-vis, la travailleuse au Québec par rapport à la travailleuse en Ontario. On parle d'une réalité, les types de problèmes qu'on a sont différents. Et juste pour vous donner un exemple qui est tiré de cette étude en 2016, c'est une étude sur les médecins dans les régimes de réparation. Et de faire une histoire courte, une étude qui nous a pris 5 ans, les médecins en Ontario se sentent ignorés et les médecins au Québec se sentent contestés. Mais c'est une réalité différente qui fait en sorte que le vécu de tous ces acteurs-là est différent. Maintenant, là j'arrive dans le droit et je n'ai pas amené... Alors je vais parler soit très très vite, il me reste combien de temps? OK, alors attachez vos trucs encore, mais vu que c'est du droit, tout le monde est très à l'aise avec le droit. Mais c'est du droit ontarien, alors quand même il faut focuser un peu. Alors, les grandes différences, je ne vais pas vous faire le tour de table sur les régimes juridiques dans les 2 provinces, on va être là pour 3 heures, puis ce n'est pas nécessairement pertinent. Mais sachez premièrement qu'il y a des différences importantes entre les régimes dans les 2 provinces qui vont colorer les expériences que vous allez entendre, premièrement d'Hélène et deuxièmement de moi. Alors, au Québec, la couverture, c'est 93% des travailleurs et travailleuses qui sont couverts par la LATMP. Et le principe au Québec, c'est si tu n'es pas exclu, tu es couvert. Alors, les travailleurs autonomes ont moins de couverture que les travailleurs salariés, évidemment. Mais même à ça, les travailleurs autonomes ont plus de couverture au Québec qu'en Ontario. Par contre, pour les salariés, tout le monde est couvert au Québec, à l'exception des travailleuses domestiques et les sportifs professionnels. En Ontario, c'est le principe contraire. Si on n'a pas un règlement ou une politique en quelque part qui dit que vous êtes couvert, vous n'êtes pas couvert. Et la réalité, c'est que 74% des travailleurs sont couverts, mais la vaste majorité des gens qui ne sont pas couverts ne savent même pas s'ils sont couverts avant ou pas, parce qu'il faut faire une recherche assez poussée, même pour moi, ça m'a pris 1 heure pour comprendre pourquoi une travailleuse dans un CSHLD privé n'était pas couverte par la loi sur les accidents de travail ontarien. Et c'est dans une note en bas de page, dans une politique qui vraiment, il faut aimer regarder les sites web des régimes d'indemnisation pour comprendre qui est couvert. Deuxième élément, et c'est un élément important, au Québec, la loi sur les accidents de travail, maladies professionnelles, garantit que lorsqu'on calcule l'indemnité de remplacement de revenus, peu importe votre salaire au moment de l'accident, le revenu brut sur lequel votre indemnité va être basée ne peut pas être en bas du salaire minimum à temps plein. Alors même pour les travailleurs précaires qui viennent d'arriver, par exemple, qui commencent à travailler pour une agence de travail temporaire, qui travaillent 10 heures par semaine, on va quand même présumer que leur capacité de gain au moment de l'accident était 40 heures par semaine au salaire minimum, qui au Québec en 2019, c'est 25 000 $. Il n'y a pas de minimum en Ontario. Alors ça fait toute la différence. Au niveau de la durée, et au Québec et en Ontario, à la fin de la détermination de l'emploi convenable et du programme de réadaptation, on va présumer une capacité de gain chez le salarié. Alors, si vous êtes travailleur de la construction, puis en bout de piste, vous allez pouvoir travailler dans un stationnement, et au Québec et en Ontario, on va présumer que vous allez gagner à temps plein au moins le salaire minimum associé à ce travail-là. La grande différence entre les 2 régimes, c'est que la déduction de vos indemnités commence 12 mois après la date où vous êtes apte à exercer un emploi convenable, tandis qu'en Ontario, c'est tout de suite. Troisième élément, c'est au Québec, on appelle ça l'assignation temporaire, le droit à la réadaptation professionnelle, d'une part, mais avant la consolidation, qu'est-ce qui arrive? Au Québec, et les gens qui connaissent bien le régime le savent, c'est l'article 179 qui prévoit que sous 3 conditions, l'employeur peut donner un travail adapté aux travailleurs, à la condition que son médecin traitant ou le médecin qui est à charge du travailleur approuve la proposition d'assignation temporaire.
Ce n'est pas une obligation de la part de l'employeur, c'est une option. Il peut le faire. En Ontario, l'employeur, sous peine d'amende, est obligé d'offrir un travail léger et le médecin n'a pas un mot à dire à part d'identifier les capacités résiduelles du travailleur au moment de l'accident. Alors, et le travailleur et l'employeur, c'est vraiment, de ce que j'enseigne ça au niveau international, c'est l'approche bâton. Tout le monde peut avoir des amendes, alors que du côté du Québec, c'est l'approche carotte. L'employeur peut sauver de l'argent, mais il faut qu'il plaise au moins au médecin traitant assez avec ce qu'il propose, et le travailleur peut contester ce qui est proposé dans l'éventualité où il n'est pas content. Alors, disons qu'il y a plus d'équilibre au niveau du pouvoir des partis au Québec, parce qu'en Ontario, l'employeur, même si théoriquement il y a une amende, sur toutes les entrevues qu'on a fait, une fois dans 30 ans, quelqu'un a vu une amende imposée aux employeurs, alors qu'aux travailleurs, c'est systématique, les gens perdent leurs bénéfices s'ils ne participent pas. Après consolidation, on a le droit à la réadaptation professionnelle. Et l'importance ici, c'est la solution appropriée, la plus économique, parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché. Je vais revenir là-dessus dans ma présentation. Du côté de l'Ontario, c'est un programme de réintégration sur le marché du travail. Encore une fois, le même type de mécanisme. Nous, on a l'emploi convenable comme cible. Eux, ils ont l'emploi approprié. Mais dans les deux cas, ce qui sous-tend ce processus, c'est une analyse coût-bénéfice. Et ça, c'est important à comprendre. Vous allez comprendre lorsque vous voyez les résultats de recherche, en quoi ça peut colorer l'expérience des travailleurs et travailleuses. Incitatif économique. Okay. Je vais respirer, d'accord. Incitatif économique au Québec. Alors ça, c'est le régime de financement par l'expérience. Et le Conseil du patronat, en 2010, lorsqu'ils ont fait un rapport pour le comité Camilleret, a dit avec grande fierté que le Québec a le système de financement le plus réactif au Canada. Et on les croit. Ça peut vouloir dire que pour $1 dépensé pour la physio pour un travailleur, ça va avoir une répercussion de $5 et plus sur la facture de l'employeur en bout de piste. Et c'est un système de financement auquel les syndicats, jusqu'à assez récemment, n'étaient pas très actifs parce qu'ils ne siégeaient pas sur les dossiers qui impliquaient le financement. Alors, au Québec, les employeurs ont une incitation économique très importante pour prévenir les coûts associés aux lésions indemnisées. Et le nombre d'appels au Québec est très élevé par les nombres d'appels en Ontario. Et je reviendrai là-dessus dans ma présentation. Le nombre d'appels par les employeurs au Québec est très élevé par rapport à l'Ontario, encore une fois. Ça, c'est un résultat de recherche d'un de mes étudiants au doctorat qui n'était pas encore publié, mais on l'attend bientôt. Du côté de l'Ontario, il y a un régime de financement qui est réactif pour les plus grandes entreprises. Et donc, le même type de système, mais moins sensible que le système québécois. Mais en Ontario, les régimes sont très forts sur les amendes. Et les menaces d'amende qui pourraient être imposées aux employeurs jouent davantage qu'au Québec. Alors, pour vous donner une idée, en Ontario, un employeur qui ne déclare pas une lésion professionnelle survenue dans son entreprise, c'est une amende de 500 000 $. Au Québec, il n'y a pas d'obligation pour un employeur de déclarer une lésion professionnelle. Alors, on est dans un régime très différent et les employeurs sont plus nerveux en Ontario par rapport à leurs obligations et donc ils obéissent souvent à la lettre sans nécessairement chercher si c'est vraiment bon pour la santé, soit de leur entreprise, soit de leurs salariés, d'agir d'une certaine manière. Alors, au niveau du régime juridique régissant la discrimination fondée sur le handicap, au Québec, on a la Charte des droits et libertés de la personne, vous connaissez, les articles 10 qui interdit la discrimination notamment sur le handicap, l'article 16 qui dit que ça s'applique en milieu d'emploi, et l'article 18.1 qui dit que les annonces ou les tests de recrutement ou les tests d'embauche qui sont discriminatoires sont illégales au Québec. On a, dans nos résultats de recherche, on peut le démontrer d'une manière claire, on a un accès très limité au tribunal des droits de la personne. La Commission des droits de la personne et de la jeunesse fournit un service d'enquête et de représentation, en plus d'un service de conseil aux entreprises. Et le tribunal des droits de la personne entend depuis 2018 entend très peu de recours. J'ai fait la recherche
Et c'était facile parce que j'ai lu les 28 jugements en 2018, puis il y en avait 2 qui impliquaient discrimination sur handicap dans l'emploi. En Ontario, vous voyez les chiffres, il y en a 3000 demandes au tribunal à chaque année. C'est un recours direct du salarié en Ontario. C'est le même type de code. Le devoir d'accommodement, je vais dire un mot si j'ai une minute après. Et depuis 2008, c'est un accès direct au tribunal des droits de la personne et pour les syndiqués et les non-syndiqués. Donc, ce n'est pas juridiction exclusive de l'arbitre en Ontario au niveau des droits de la personne. Les accidentés du travail, ils vont directement au tribunal des droits de la personne et il y a des dommages pour harcèlement discriminatoire, puis Béliveau-Saint-Jacques, ils ne s'en fâchent pas là-dedans, même si techniquement, le régime est identique sur ce point que le nôtre. Il y a un soutien juridique gratuit en Ontario pour ceux qui veulent aller au tribunal. Il y a 25 000 appels reçus par ce soutien juridique et il y a 3 000 dossiers qu'ils ouvrent chaque année pour essayer de piloter les gens. Donc, ce n'est pas du tout le même portrait sur les droits de la personne. J'ai 1 minute pour parler de Caron, alors ça me plaît. Tout juste pour dire que vous avez la référence là, pour les juristes dans la salle qui ne savent pas, jusqu'en 2018, la SNEST avait comme position, et le Conseil du patronat l'appuyait, que la Charte des droits et libertés de la personne et le devoir d'accommodement de la personne handicapée ne s'appliquaient pas aux accidentés du travail, alors qu'en Ontario, c'est écrit dans la loi sur les accidents de travail spécifiquement que ça s'appliquait et que ça devait être pris en charge par les organismes qui appliquent la loi. La SNEST est allée en Cour suprême pour contester le droit à l'application de la Charte au Québec aux accidentés du travail. M. Caron, notamment représenté par la PTS et aussi par la SCFP, Céline Giguère qui est ici, a gagné, le travailleur a gagné. La Charte s'applique aux accidentés du travail depuis 2018. Alors, voilà pour les détails. Maintenant, on donne la parole aux gens ayant participé à nos études, qui veut dire que c'est le tour à Hélène.